On est parti pour la suite de l'histoire du soir. Bonsoir. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire d'hier soir, je vous conseille d'aller checker ma VOD d'hier. Mieux vaut suivre la suite d'hier pour avoir cette histoire. Donc, alors on est dans le manoir de l'histoire du soir bonsoir. N'ayez crainte, il y a un esprit juste derrière, là-bas. Alors il nous fera pas de mal, il est là, il vit ici, il faut juste le laisser tranquille, c'est tout. Donc ne vous inquiétez pas. Donc hier on a raconté l'histoire, en fait c'est une histoire racontée, écrite d'une personne. Donc on est arrivé au 19 juillet. Je continue l'histoire sans tarder. C'est parti. Le 19 juillet, beaucoup de personnes à qui j'ai raconté cette aventure se sont moquées de moi. Je ne sais plus que penser. Le sage dit, peut-être. 21 juillet, j'ai été dîner à Bougival, puis j'ai passé la soirée au bal de Canotier. Décidément, tout dépend des lieux et des milieux. Croire au surnaturel dans l'île de la Grenouillère serait le comble de la folie. Mais au sommet du mont Saint-Michel, mais dans les Indes, nous subissons effroyablement l'influence de ce qui nous entoure. Je rentrerai chez moi la semaine prochaine. Donc, alors il lui est arrivé beaucoup de péripéties. Sors. Là, tu viens de tout gâcher l'histoire du soir bonsoir. Tout ça parce que t'as pas écouté. Et ouais, mais là, je fais quoi? Je recommence à zéro? Putain, je lui ai dit de pas revenir. Ah, elle a tout cramé. Bon, on continue. 30 juillet. Je suis revenu dans ma maison depuis hier. Tout va bien. 2 août. Donc les jours s'enchaînent et ça va. Ça a l'air d'aller. Rien de nouveau. Il fait un temps superbe. Je passe mes journées à regarder couler la Seine. 4 août, 2 jours plus tard. Querelle parmi mes domestiques. Ils prétendent qu'on casse les verres la nuit dans les armoires. Le valet de chambre accuse la cuisinière qui accuse la lingère qui accuse les 2 autres. Quel est le coupable? Bien fin qui le dira. 6 août. Cette fois, je ne suis pas fou. J'ai vu. Je ne puis plus douter. J'ai vu. J'ai encore froid jusque dans les ongles. J'ai encore peur jusque dans la moelle. J'ai vu. Je me promenais à 2 heures en plein soleil dans mon parterre de rosiers, dans l'allée des rosiers d'automne qui commencent à fleurir. Comme je m'arrêtais à regarder un géant des batailles qui portait 3 fleurs magnifiques, je vis distinctement, tout près de moi, la tige d'une de ces roses se plier. Comme si une main invisible l'eût tordue, puis se casser. Comme si cette main l'eût cueilli, puis la fleur s'éleva, suivant une courbe qu'aurait décrite un bras en la portant vers une bouche, et elle resta suspendue dans l'air transparent, toute seule, immobile, effrayante tache rouge à 3 pas de mes yeux. Éperdu, je me jetai sur elle pour la saisir. Je ne trouvais rien. Elle avait disparu. Alors je fus pris d'une colère furieuse contre moi-même, car il n'est pas permis à un homme raisonnable et sérieux d'avoir des pareilles hallucinations. Je dirais que quand même, j'aurais quand même fui, au lieu d'essayer de ramasser une rose qui flotte dans les airs. Mais bon.
Alors je rentrais chez moi, l'âme bouleversée, car je suis certain, maintenant, certain comme de l'alternance des jours et des nuits, qu'il existe près de moi un être invisible qui se nourrit de lait. Ah oui, c'est vrai, la suite. De lait et d'eau. Qui peut toucher aux choses, les prendre et les changer de place, doué par conséquent d'une nature matérielle, bien qu'imperceptible pour nos sens, et qui habite comme moi sous mon toit. 7 août. J'ai dormi tranquille, il a bu l'eau de ma carafe, mais n'a point troublé mon sommeil. Ok. Je me demande si je suis fou. En me promenant, tantôt au grand soleil, le long de la rivière, des doutes me sont venus sur ma raison. Non point des doutes vagues comme j'en avais jusqu'ici, mais des doutes précis, absolus. J'ai vu des fous. J'en ai connu qui restaient intelligents, lucides, clairvoyants. Même sur toutes les choses de la vie, sauf sur un point. Ils parlaient de tout avec clarté, avec souplesse, avec profondeur, et soudain leurs pensées, touchant l'écueil de leur folie, s'y déchiraient en pièces. S'éparpiller et sombrer dans cet océan effrayant et furieux, plein de vagues bondissantes, de brouillards, de bourrasques qu'on nomme la démence. Certes, je me croirais fou, absolument fou, si je n'étais conscient, si je ne connaissais parfaitement mon état, si je ne le sondais en l'analysant avec une complète lucidité, je ne serais donc, en somme, qu'un halluciné raisonnant. Un trouble inconnu se serait produit dans mon cerveau, un de ces troubles qu'essaient de noter et de préciser aujourd'hui les physiologistes, et ce trouble aurait déterminé dans mon esprit, dans l'ordre de la logique de mes idées, une crevasse profonde. Des phénomènes semblables ont lieu dans le rêve qui nous promène à travers des fantasmagories les plus invraisemblables sans que nous en soyons surpris. Parce que l'appareil vérificateur, parce que le sens du contrôle est endormi, tandis que la faculté imaginative veille et travaille. Ne se peut-il pas qu'une des imperceptibles touches du clavier cérébral se trouve paralysée chez moi ? Des hommes, à la suite d'accidents, perdant la mémoire des noms propres ou des verbes ou des chiffres, ou seulement des dates, les localisations de toutes les parcelles de la pensée sont aujourd'hui prouvées. Or, quoi d'étonnant à ce que ma faculté de contrôler l'irréalité de certaines hallucinations se trouve engourdie chez moi en ce moment. Je songeais à tout cela en suivant le bord de l'eau. Le soleil couvrait de clarté la rivière, faisant la terre délicieuse, emplissait mon regard d'amour pour la vie, pour les hirondelles, dont l'agilité est une joie de mes yeux, pour les herbes de la rive, dont le frémissement est un bonheur de mes oreilles. Peu à peu, cependant, un malaise inexplicable me pénétrait. Une force, me semblait-il, une force occulte, m'engourdissait, m'arrêtait, m'empêchait d'aller plus loin, me rappelait en arrière. J'éprouvais ce besoin douloureux de rentrer qui vous oppresse. Quand on a laissé au logis un malade aimé et que le pressentiment vous saisit d'une aggravation de son mal, donc je revins malgré moi sur ce que j'allais trouver dans ma maison. Une mauvaise nouvelle, une lettre ou une dépêche. Il n'y avait rien. Et je demeurais plus surpris et plus inquiet que si j'avais eu de nouveau quelques visions fantastiques. 8 août. J'ai passé hier une affreuse soirée. Il ne se manifeste plus, mais je le sens près de moi. M'épiant, me regardant, me pénétrant, me dominant et plus redoutable en se cachant ainsi que s'il signalait par des phénomènes surnaturels sa présence invisible et constante. J'ai dormi pourtant. 9 août. Rien, mais j'ai peur. 10 août. Rien. Qu'arrivera-t-il demain ? 11 août. Toujours rien. Je ne puis plus rester chez moi avec cette crainte et cette pensée entrée en mon âme. Je vais partir. 12 août, 10 heures du soir. Tout le jour, j'ai voulu m'en aller. Je n'ai pas pu. J'ai voulu accomplir cet acte de liberté si facile, si simple,
sortir, monter dans ma voiture pour gagner Rouen et je n'ai pas pu. Pourquoi? Pourquoi? 13 août. Quand on est atteint par certaines maladies, tous les ressorts de l'être physique semblent brisés. Toutes les énergies anéanties, tous les muscles relâchés, les os devenus mous comme la chair et la chair liquide comme de l'eau. J'éprouve cela dans mon être moral d'une façon étrange et désolante. Je n'ai plus aucune force, aucun courage, aucune domination sur moi, aucun pouvoir même de mettre en mouvement ma volonté. Je ne peux plus vouloir, mais quelqu'un veut pour moi. Et j'obéis. 14 août. Je suis perdu. Quelqu'un possède mon âme et la gouverne. Quelqu'un ordonne tous mes actes, tous mes mouvements, toutes mes pensées. Je ne suis plus rien en moi, rien qu'un spectateur esclave et terrifié de toutes les choses que j'accomplis. Je désire sortir. Je ne peux pas. Il ne veut pas. Et je reste, éperdu, tremblant, dans le fauteuil où il me tient assis. Je désire seulement me lever, me soulever, afin de me croire maître de moi. Je ne peux pas. Je suis rivé à mon siège et mon siège adhère au sol, de telle sorte qu'aucune force ne nous soulèverait. Puis, tout d'un coup, il faut que j'aille au fond de mon jardin cueillir des fraises et les manger. Ah bon? D'accord. Alors là, ça part en live un peu là. Et j'y vais. Je cueille des fraises et je les mange. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Est-il... Ah là là là, ça part en live. S'il en est un, délivrez-moi, sauvez-moi, secourez-moi, pardon, pitié, grâce, sauvez-moi. Oh, quelle souffrance, quelle torture, quelle horreur. Et ça y est, il ne se contrôle plus. C'est mort. Il y a la créature qui a pris possession de lui et elle fait ce qu'elle veut et lui, il ne peut plus contrôler son corps. 15 août. Certes, voilà comment était possédée et dominée ma pauvre cousine. Quand elle est venue m'emprunter 5000 francs, elle subissait un vouloir étranger entre elles. Elle subissait un vouloir étranger entré en elle. Comme une autre âme parasite et dominatrice. Est-ce que le monde va finir? Mais celui qui me gouverne, quel est-il? Cet invisible, cet inconnaissable, ce rôdeur d'une race surnaturelle. Donc les invisibles existent. Alors comment depuis l'origine du monde ne sont-ils pas encore manifestés d'une façon précise comme s'ils le font pour moi? Je n'ai jamais rien lu qui ressemble à ce qui s'est passé dans ma demeure. Oh, si je pouvais la quitter, si je pouvais m'en aller, fuir et ne pas revenir, je serais sauvé. Mais je ne peux pas. À chaque fois qu'il avait cette oppression et que cette créature était près de lui, eh bien en fait, la meilleure solution, la seule façon pour esquiver, eh bien il sortait de chez lui et il voyageait. Et là, il n'avait plus rien et c'est quand il revenait chez lui. Donc c'est chez lui que ça se passait. Et on ne sait pas, il sait pas qu'est-ce que cette créature, ce qu'elle est, on ne sait pas. 16 août, j'ai pu m'échapper aujourd'hui pendant 2 heures, comme un prisonnier qui trouve ouverte par hasard la porte de son cachot. J'ai senti que j'étais libre tout à coup et qu'il était loin. J'ai ordonné d'atteler bien vite et j'ai gagné Rouen. Oh, quelle joie de pouvoir dire à un homme qui obéit, allez à Rouen. Ah, en fait, à ce coursier, enfin à la personne qui le transporte, à son Uber. Allez à Rouen. Donc il s'est éloigné de chez lui. Ouf. Je me suis fait arrêter devant la bibliothèque et j'ai prié qu'on me prêta le grand traité du docteur Hermann Erestos sur les habitants inconnus du monde antique et moderne. En fait, il voulait lire un livre. Un livre spécial. Puis, au moment de remonter dans mon coupé, j'ai voulu dire à la gare. À la gare! Zama, il a voulu demander à la gare. Et j'ai crié. Je n'ai pas dit. J'ai crié. D'une voix si forte que les passants se sont retournés. À la maison. Ah, lourd. En fait, il a voulu dire à la gare. Zama, il faut partir à la gare, tu vois. Et là, en fait, il a crié à la gare. Mais en fait, ce qui est sorti de sa bouche, c'est la phrase suivante. À la maison. Ah! Et je suis tombé, affolé d'angoisse, sur le coussin de ma voiture.
Il m'avait retrouvé et repris. Aïe, aïe. 17 août. Quelle nuit. Quelle nuit. Et pourtant, il me semble que je devrais me réjouir. Jusqu'à 1h du matin, j'ai lu Hermann Erestos, docteur en philosophie et en théogonie, a écrit l'histoire et les manifestations de tous les êtres invisibles rôdant autour de l'homme ou rêvés par lui. Il décrit leurs origines, leur domaine, leur puissance. Mais aucun d'eux ne ressemble à celui qui me hante. On dirait que l'homme, depuis qu'il pense, a pressenti et redouté un être nouveau, plus fort que lui, son successeur en ce monde, et que le sentant proche et ne pouvant prévoir la nature de ce maître, il a créé, dans sa terreur, tout le peuple fantastique des êtres occultes, fantômes, vagues nés de la peur. Donc, ayant lu jusqu'à 1h du matin, j'ai été m'asseoir ensuite auprès de ma fenêtre ouverte pour rafraîchir mon front et ma pensée au vent calme de l'obscurité. Il faisait bon, il faisait tiède, comme j'aurais aimé cette nuit-là autrefois. Pas de lune. Les étoiles avaient au fond du ciel noir des scintillements frémissants. Qui habitent ces mondes? Qui habite ces mondes? Quelles formes? Quels vivants? Quels animaux? Quelles plantes sont là-bas? Ceux qui pensent dans ces univers lointains, que savent-ils de plus que nous? Que peuvent-ils plus que nous? Que voient-ils que nous ne connaissons point? Un d'eux, un jour ou l'autre, traversant l'espace, n'apparaîtra-t-il pas sur notre terre pour la conquérir, comme des Normands jadis traversaient la mer pour asservir les peuples plus faibles? Nous sommes si infimes, si désarmés, si ignorants, si petits, nous autres, sur ce grain de boue qui détourne délayé dans une goutte d'eau. Je m'assoupis en rêvant ainsi au vent frais du soir. Or, ayant dormi environ 40 minutes, je rouvris les yeux sans faire un mouvement, réveillé par je ne sais quelle émotion confuse et bizarre. Je ne vis rien d'abord. Puis, tout à coup, il me sembla qu'une page du livre resté ouverte sur ma table venait de tourner toute seule. Aucun souffle d'air n'était entré par ma fenêtre. Je fus surpris et j'entendis. Au bout de 4 minutes environ, je vis. Oui, je vis. De mes yeux, une autre page se soulevait et se rabattre sur la précédente, comme si un doigt l'eût feuilleté. Mon fauteuil était vide, semblait vide, mais je compris qu'il était là, lui, assis à ma place, et qu'il lisait, d'un bond furieux, d'un bond de bête, révolté, qui va éventrer son dompteur. Je traversai ma chambre pour le saisir, pour l'étreindre, pour le tuer, mais mon siège, avant que je l'eusse atteint, se renversa comme si on eût fui devant moi. Le siège, il a bougé, et il a réussi à bouger. Ma table oscilla, ma lampe tomba et s'éteignit, et ma fenêtre se ferma comme si un malfaiteur surpris se fût élancé dans la nuit, en prenant à pleine main les battants. Donc il s'était sauvé. Il avait eu peur de moi. Lui? Peur de moi, lui? Alors, demain, ou après-demain, ou un jour quelconque, je pourrais donc le tenir sous mes poings et l'écraser contre le sol. Est-ce que les chiens quelquefois ne mordent point et n'étranglent pas leur maître? C'est une question. Ça y est, il veut le buter. Il veut buter cet être invisible. Il veut le tuer. 18 août. J'ai songé toute la journée. Oh oui, je vais lui obéir, suivre ses impulsions, accomplir toutes ses volontés, me faire humble, soumis, lâche. Il est le plus fort. Mais une heure viendra. Où je le déifierai. C'est ce qu'il veut. 19 août. Je sais tout. Je viens de lire ceci dans la revue du Monde Scientifique. Une nouvelle assez curieuse nous arrive de Rio de Janeiro. Une folie,
une épidémie de folie, comparable aux démences contagieuses qui atteignirent les peuples d'Europe au Moyen Âge, sévit en ce moment dans la province de San Polo. Les habitants éperdus quittent leurs maisons, désertent leurs villages, abandonnent leur culture, se disant poursuivis, possédés, gouvernés comme un bétail humain par des êtres invisibles bien que tangibles. Des sortes de vampires qui se nourrissent de leur vie pendant leur sommeil et qui boivent en outre de l'eau et du lait sans paraître touchés à aucun autre aliment. Waouh! Aïe 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 aïe, c'est eux. Monsieur le professeur Don Pedro Enrique, accompagné de plusieurs savants médecins, est parti par la province de San Polo afin d'étudier sur place les origines et les manifestations de cette surprenante folie, et de proposer à l'empereur les mesures qui lui paraîtront le plus propres à rappeler à la raison ces populations en délire. Ah, je me rappelle le beau 3-mâts brésilien qui poussa sous mes fenêtres en remontant la Seine, le 8 mai dernier. Je le trouvais si joli, si blanc, si gai. L'être était dessus, venant de là-bas, où sa race est née. Il m'a vu, il a vu ma demeure blanche aussi, et il a sauté du navire sur la rive. Oh mon Dieu! À présent je sais, je devine, le règne de l'homme est fini, il est venu. Celui qui redoutait les premières terreurs des peuples naïfs, celui qu'exorcisaient les prêtres inquiets, que les sorciers évoquaient par les nuits sombres, sans le voir apparaître encore, à qui les pressentiments des maîtres passagers du monde prêtèrent toutes les formes monstrueuses ou gracieuses des gnomes, des esprits, des génies, des fées, des farfadets. Après les grossières conceptions de l'épouvante primitive, des hommes plus perspicaces l'ont pressenti plus carrément. Mesmer l'avait deviné et les médecins, depuis 10 ans déjà, ont découvert d'une façon précise la nature de sa puissance avant qu'il l'eût exercée lui-même. Ils ont joué avec cette arme du Seigneur nouveau, la domination d'un mystérieux vouloir sur l'âme humaine devenue esclave. Ils ont appelé cela magnétisme, hypnotisme, suggestion. Que sais-je? Je les ai vus s'amuser comme des enfants imprudents avec cette horrible puissance. Malheur à nous, malheur à l'homme, il est venu. Le comment se nomme-t-il? Il me semble qu'il me crie son nom et je ne l'entends pas. Oui, le cri. J'écoute. Je ne peux pas. Répète. Répète. C'est comme si quelqu'un lui disait répète, dis-le, dis mon nom. Dis mon nom. Say my name. Le Horla. J'ai entendu le Horla. C'est lui. Le Horla. Il est venu. C'est chaud. Hein, il s'appelle le Horla. Ah! Le vautour a mangé la colombe. Le loup a mangé le mouton. Le lion a dévoré le buffle aux cornes aiguës. L'homme a tué le lion avec la flèche, avec le glaive, avec la poudre. Mais le Horla va faire de l'homme ce que nous avons fait du cheval et du bœuf. Sa chose, son serviteur et sa nourriture, par la seule puissance de sa volonté. Malheur à nous! Pourtant, l'animal quelquefois se révolte et tue celui qui l'a dompté. Moi aussi, je veux. Je pourrais, mais il faut le reconnaître. Mais il faut le connaître, le toucher, le voir. Les savants disent que l'œil de la bête diffère du nôtre, ne distingue point comme le nôtre. Et mon œil, à moi, ne peut distinguer le nouveau venu qui m'opprime. Pourquoi? Oh, je me rappelle à présent les paroles du moine du Mont Saint-Michel. Est-ce que nous voyons le 100 millième partie de ce qui existe? Tenez, voici le vent qui est la plus grande force de la nature, qui renverse les hommes, abat les édifices, déracine les arbres, soulève la mer en montagne d'eau, détruit les falaises et jette au brisant les grands navires, le vent qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit.
L'avez-vous vu et pouvez-vous le voir? Il existe pourtant. Et je songeais encore. Mon œil est si faible, si imparfait, qu'il ne distingue même point les corps durs, s'ils sont transparents comme le vent, qu'une glace sans teint barre mon chemin, qu'une glace sans teint barre mon chemin. Il me jette dessus comme l'oiseau entré dans une chambre se casse la tête aux vitres. Ah, ça c'est ouais. 1000 choses en outre le trompent et l'égare. Quoi d'étonnant? Alors, en ce qu'il ne sache point apercevoir un corps nouveau que la lumière traverse? Un être nouveau, pourquoi pas? Il devait venir assurément. Pourquoi serions-nous les derniers? Nous ne le distinguons point ainsi que tous les autres créés avant nous. C'est que sa nature est plus parfaite, son corps plus fin et plus fini que le nôtre si faible, si maladroitement conçu, encombré d'organes toujours fatigués, toujours forcés comme des ressorts trop complexes, que le nôtre qui vit comme une plante et comme une bête, en se nourrissant péniblement d'air, d'herbe et de viande, machine animale en proie aux maladies, aux déformations, aux putréfactions, poussive, mal réglée, naïve et bizarre, ingénieusement mal faite, œuvre grossière et délicate, ébauche d'êtres qui pourraient devenir intelligents et superbes. Ça c'est vraiment de la merde si ce n'est l'inverse. Nous sommes quelques-uns, si peu sur ce monde, depuis l'huître jusqu'à l'homme. Pourquoi pas un de plus? Une fois accomplie la période qui sépare les apparitions successives de toutes les espèces diverses. Pourquoi pas un de plus? Pourquoi pas aussi d'autres arbres aux fleurs immenses, éclatantes et parfumant des régions entières? Pourquoi pas d'autres éléments que le feu, l'air, la terre et l'eau? Ils sont 4, rien que 4, ces pères nourricières des êtres. Quelle pitié! Pourquoi ne sont-ils pas 40, 400, 4000, comme tout est pauvre, mesquin et misérable? Avarément donné, sèchement inventé, lourdement fait. Ah, l'éléphant, l'hippopotame, que de grâce, le chameau, que d'élégance. Mais direz-vous, le papillon, une fleur qui vole? J'en rêve un qui serait grand comme 100 univers, avec des ailes dont je ne puis même exprimer la forme, la beauté, la couleur et le mouvement. Mais je le vois, il va d'étoile en étoile, les rafraîchissant et les embaumant au souffle harmonieux et léger de sa course, et les peuples de là-haut le regardent passer, extasiés et ravis. Qu'ai-je donc? Lui, le hors-là, qui me hante, qui me fait penser ses folies. Il est en moi, il devient mon âme, je le tuerai. En fait, là, tout ce qu'il est en train de penser, c'est mortel, parce qu'en fait, c'est pas lui qui les pense. C'est le hors-là, Aïe, 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 aïe. Et des fois, il arrive à sortir, il arrive à être lucide. Et là, il dit, qu'ai-je donc? C'est lui, le hors-là qui me hante, qui me fait penser ses folies. Il est en moi, il devient mon âme, je le tuerai. 19 août. Je le tuerai, je l'ai vu. Je me suis assis hier soir à ma table et je fis semblant d'écrire avec une grande attention. Je savais bien qu'il viendrait rôder autour de moi, tout près. Si près que je pourrais peut-être le toucher, le saisir. Et alors, j'aurais la force des désespérés. J'aurais mes mains, mes genoux, ma poitrine, mon front, mes dents pour l'étrangler, l'écraser, le mordre, le déchirer. Et je le guettais avec tous mes organes surexcités. J'allais allumer mes 2 lampes et les 8 bougies de ma cheminée, comme si j'eusse pu, dans cette clarté, le découvrir. En face de moi, mon lit, un vieux lit de chêne à colonnes, à droite ma cheminée, à gauche ma porte fermée avec soin, après l'avoir laissée longtemps ouverte afin de la tirer. Derrière moi, une très haute armoire à glace, qui me servait chaque jour pour me raser, pour m'habiller où j'avais coutume de me regarder, de la tête aux pieds, chaque fois que je passais devant. Donc, je faisais semblant d'écrire, pour le tromper, car il m'épiait lui aussi. Et soudain, je fus certain qu'il lisait par-dessus mon épaule. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Qu'il était là,
frôlant mon oreille. Aïe, aïe, aïe. Je me dressais, les mains tendues, en me tournant si vite que je faillis tomber. Eh bien, on y voyait comme en plein jour. Et je ne me vis pas dans ma glace. Elle était vide, claire, profonde, pleine de lumière. Mon image n'était pas dedans. Et j'étais en face, moi. J'étais en face. Ah, il était en face de sa vitre. Il s'est retourné tellement vite que quand il a regardé, la vitre, eh bien, il ne se voyait pas à travers. Donc, il y avait quelque chose devant lui. Mon image n'était pas dedans. Et j'étais en face, moi. Je voyais le grand verre limpide du haut en bas. Et je regardais cela avec des yeux affolés. Et je n'osais plus avancer. Je n'osais plus faire un mouvement. Sentant bien pourtant qu'il était là. Mais qu'il m'échapperait encore. Lui dont le corps imperceptible avait dévoré mon reflet. Oh là là. Comme j'eus peur, puis voilà que tout à coup je commençais à m'apercevoir dans une brume, au fond du miroir, dans une brume comme à travers une nappe d'eau, et il me semblait que cette eau glissait de gauche à droite. En fait, il voit quand même qu'il y avait un mouvement, et qu'il se voyait, qu'il voyait un bord de lui-même. Donc en fait, il était en train de se décaler. Ah, c'est chaud. Rendant plus précise mon image de seconde en seconde, c'était comme si la fin d'une éclipse. Ce qui me cachait ne paraissait point posséder de contours nettement arrêtés, mais une sorte de transparence opaque s'éclaircissant peu à peu. Je pus enfin me distinguer complètement, ainsi que je le fais chaque jour en me regardant. Je l'avais vu. L'épouvante m'en est restée, qui me fait encore frissonner. Ah, c'est chaud, hein? 20 août. Le tuer? Comment? Puisque je ne peux l'atteindre. Le poison? Mais il me verrait le mêler à l'eau. Et nos poisons, d'ailleurs, auraient-ils un effet sur son corps imperceptible? Non. Non. Sans aucun doute. Alors quoi? Alors quoi? 21 août. J'ai fait venir un serrurier de Rouen et lui ai commandé pour ma chambre des persiennes de fer, comme en ont à Paris certains hôtels particuliers. Au rez-de-chaussée, par crainte des voleurs. Il me fera en outre une porte pareille. Je me suis donné pour un poltron, mais je m'en moque. J'ai entendu un bruit. Oui. Putain, là, une illustration, en fait. Il faut que je vous montre l'illustration, en fait. Bon, après. 10 septembre, Rouen, hôtel Continental. C'est fait, c'est fait. Mais est-il mort? J'ai l'âme bouleversée de ce que j'ai vu. Attends, what? Ouais. Hier donc, le serrurier ayant posé ma persienne et ma porte de fer, j'ai laissé tout ouvert, jusqu'à minuit, bien qu'il commençait à faire froid. Tout à coup, j'ai senti qu'il était là. Et une joie, une jolie folle m'a saisi. Une joie folle m'a saisi. Je me suis levé lentement et j'ai marché à droite, à gauche, longtemps pour qu'il ne devinait rien. Puis j'ai ôté mes bottines et mis mes savates avec négligence. Puis j'ai fermé ma persienne de fer et revenant à pas tranquille vers la porte, j'ai fermé la porte aussi à double tour. Retournant alors vers la fenêtre, je la fixai par un cadenas, dont je mis la clé dans ma poche. Tout à coup, je compris qu'il s'agitait autour de moi, qu'il avait peur à son tour, qu'il m'ordonnait de lui ouvrir. Je faillis céder, je ne cédais pas. Mais m'adossant à la porte, je l'entrebâillai, tout juste assez pour passer, mais à reculons. Et comme je suis très grand, ma tête touchait au linteau. J'étais sûr qu'il n'avait pu s'échapper et je l'enfermai, tout seul, tout seul. Quelle joie! Je le tenais. Alors que je descendis en courant, je pris dans mon salon sous ma chambre mes 2 lampes et je renversai toute l'huile sur le tapis, sur les meubles, partout. Puis je mis le feu. Ah ouais! Et je me sauvai. Après avoir bien refermé à double tour la grande porte d'entrée, et j'allais me cacher au fond de mon jardin dans un massif de lauriers. Comme ce fut long, comme ce fut long. Tout était noir, muet, immobile,
Pas un souffle d'air, pas une toile des montagnes de nuages qu'on ne voyait point, mais qui pesait sur mon âme si lourd, si lourd. Je regardais ma maison et j'attendais, comme ce fut long. Je croyais déjà que le feu s'était éteint, tout seul, ou qu'il avait éteint. Lui, quand une des fenêtres d'en bas creva sous la poussée de l'incendie, et une grande flamme rouge et jaune, longue, molle, caressante, monta le long du mur blanc et le baisa jusqu'au toit. Une lueur courut dans les arbres, dans les branches, dans les feuilles, et un frisson de peur aussi. Les oiseaux se réveillaient. Il a réussi à s'esquiver. Un chien se mit à hurler. Il me sembla que le jour se levait. 2 autres fenêtres éclatèrent aussitôt, et je vis que tout le bas de ma demeure n'était plus qu'un effrayant brasier. Mais un cri horrible, suraigu, déchirant, un cri de femme passa dans la nuit, et 2 mansardes s'ouvrirent. J'avais oublié mes domestiques. C'est abusé. J'avais oublié mes domestiques, je vis leurs faces affolées et leurs bras qui s'agitaient. Alors, éperdu d'horreur, je me mis à courir vers le village en hurlant « Au secours! Au secours! Au feu! Au feu !» Je rencontrais des gens qui s'en venaient déjà et je retournais avec eux pour voir. La maison, maintenant, n'était plus qu'un bûcher horrible et magnifique. Un bûcher monstrueux, éclairant toute la terre, un bûcher où brûlaient des hommes et où il brûlait aussi. Lui, mon prisonnier, l'être nouveau, le nouveau maître, le hors-là. Ah là là, il vient de brûler tous ses domestiques, il en a rien à foutre, c'est un déglingo de ouf. Soudain, le toit tout entier s'engloutit entre les murs et un volcan de flammes jaillit jusqu'au ciel. Par toutes les fenêtres ouvertes sur la fournaise, je voyais la cuve de feu et je pensais qu'il était là, dans ce four, mort. Mort, peut-être. Son corps que le jour traversait n'était-il pas indestructible par les moyens qui tuent les nôtres? S'il n'était pas mort, seul peut-être le temps a prise sur l'être invincible, invisible et redoutable. Pourquoi ce corps transparent, ce corps inconnaissable, ce corps d'esprit, s'il devait craindre lui aussi les maux, les blessures, les infirmités, la destruction prématurée? La destruction prématurée, toute l'épouvante humaine vient d'elle. Après l'homme, le hors-là. Après celui qui peut mourir tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, par tous les accidents, est venu celui qui ne doit mourir qu'à son jour, à son heure, à sa minute, parce qu'il a touché la limite de son existence. Non, sans aucun doute, il n'est pas mort. Alors, il va donc falloir que je me tue moi? Aïe, aïe, aïe. Thug nigga life, nigga south. Bring it on, Thug nigga life, nigga south. Bring it on.